D'abord, vous avez été un des principaux conseillers pour des ministres du Parti québécois. Donc, vous avez une grande connaissance des dossiers qui touchent la langue. Avant la Révolution tranquille, on peut dire que Montréal était une ville qui fonctionnait principalement en anglais, que ce soit dans l'affichage, pour le commerce, pour ce qui a trait au travail. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la tendance s'est améliorée pour les francophones? Écoutez, il y a une décision politique qui a été prise par les francophones d'occuper leur place. Hein. Ce qui est intéressant avec les révolutions, c'est que c'est jamais les puissants qui décident la date de la révolution, ce sont ceux qui sont opprimés. Et il n'y a aucun doute que jusqu'à 1960, 64, 65, la majorité des Québécois francophones étaient dans une situation de sujétion. Ils n'étaient pas cadres des entreprises, d'ailleurs, ils étaient très peu propriétaires des entreprises, à quelques exceptions près. Ils travaillaient en anglais dans les entreprises, les patrons étaient anglophones, le fait est que même s'ils formaient une majorité, leur niveau de revenu était un des plus faibles de tous les groupes nationaux, ethniques ou tribaux au Canada. Et donc, c'est la faute de personne, sauf des francophones. Je veux dire, moi, ça me frappe toujours que les francophones auraient pu faire la Révolution tranquille en 1919, en 1929. Ils ont essayé de la faire en 1936, ils ont été floués par Duplessis. Ils auraient pu la faire après, ils l'ont fait en 1960. Alors, à partir de 60, donc, les francophones décident de prendre... par exemple, il n'y avait jamais eu un ministre des Finances d'un gouvernement québécois dirigé par un premier ministre francophone qui avait été francophone. Le ministre des Finances était des anglophones. C'était le message qu'on s'envoyait à nous-mêmes. La responsabilité des francophones et de leurs élites dans cette perpétuation, elle est centrale. OK? Donc, à partir du moment où il y a le SAGE, René Lévesque, la nationalisation de l'électricité, cette prise de puissance, ils étaient au pouvoir, mais ils n'étaient pas en puissance. Ils ont décidé de prendre de la puissance, de se donner des outils de développement économique, la Caisse de dépôt, la SGF, Hydro-Québec, et ensuite d'agir sur la langue. C'est venu dans un deuxième temps, la langue. C'est intéressant parce que c'est d'abord l'économie. Est-ce qu'on est capable, et c'était un des slogans, on est capable, maître chez nous, et ensuite la langue. Et ça a été long, parce que l'idée du libre choix, l'idée qu'on ne peut pas enlever un droit acquis aux anglophones, c'est-à-dire le droit d'assimiler les immigrants, qu'on leur avait donné. Je veux dire, encore là, c'est jamais la faute des anglophones, c'est jamais la faute des immigrants, c'est les francophones catholiques dans les années 40 et 50 qui envoyaient les immigrants vers les écoles anglaises. Hein, les Italiens ont été repoussés vers les écoles anglaises, tous ceux qui n'étaient pas catholiques ont été repoussés vers les écoles anglaises. Et là, donc, ça a pris une quinzaine d'années, enfin, 16 ans, jusqu'à l'élection du Parti québécois, pour qu'il y ait un gouvernement qui dise, non, on va changer les choses, on va faire en sorte que l'école française soit le creuset de la future immigration. On laisse les droits acquis au précédent, mais de la future immigration. Et là, c'est un projet de loi qui était extrêmement controversé, mais qui avait l'appui de la majorité des francophones. Évidemment, René Lévesque s'est fait traiter de nazi et de tout ce que vous voulez. Comme à chaque fois qu'on essaie d'affirmer les droits des francophones, il faut tenir ça pour acquis si on veut agir sur la question de la langue ou de l'identité. Et puis, bon, la langue de l'affichage, où l'affichage était en très large part unilingue anglais. Pour les marques de commerce, sur quoi le gouvernement provincial a peu de recours, mais aussi pour le message envoyé du commerçant vers le client. Alors, c'était écrit « Potatoes on sale ». C'était « Potatoes on sale » pour la majorité des francophones qui étaient la clientèle. Alors, ce que René Lévesque et Camille Lorrain ont fait, c'est de décider, et puis on peut trouver ça excessif, de dire, ben là, on va faire en sorte que ce ne soit plus que patate à vendre. Partout, ça va être patate à vendre, y compris dans l'ouest de l'île où la majorité des clients sont anglophones. Bon, là, il y a eu des discussions, des affrontements, des décisions de la Cour suprême, etc. Et finalement, on en est venu à ce consensus qui, d'après moi, est assez fécond, qui est celui de la prédominance du français dans l'affichage. C'est écrit « patate en vente principalement » et en bas « potatoes on sale » ou dans d'autres langues, si on le veut, ce qui donne le bon signal. Alors, donc, la réponse à la question, c'est le réveil politique des francophones. Tout est politique. Il faut que la volonté existe pour que la réalité se transforme. Bon,
Alors, on sait maintenant que les francophones de langue maternelle, c'est-à-dire ceux qui ont appris le français lorsqu'ils étaient jeunes, sont désormais minoritaires sur l'île de Montréal. Ce qui est important, c'est de savoir si ceux qui parlent le français à la maison, donc c'est la langue d'usage, qui pour l'instant ne sont pas minoritaires, le seront. Puis la réponse est oui, ils le seront d'ici 15 à 20 ans, selon l'accélération des choses. Et ça, c'est très grave parce qu'on peut dire, oui, mais ils ne sont pas majoritaires, mais ils seront la principale minorité, puisque les autres, ce ne sont pas une majorité d'anglophones, même parce que même les anglophones sont stables ou en léger repli. Ce sont des gens qui parlent d'autres langues, l'espagnol, l'arabe, quoi que ce soit, et qui ont le français comme langue seconde, et souvent le français et l'anglais comme deuxième et troisième langue. Ben, ça fait une grosse différence parce qu'à partir du moment où il n'y a plus une majorité pour qui le français est la première langue, il n'y a plus de majorité pour défendre la langue française. Parce que on a beau être très attaché à sa seconde langue, puis moi j'adore l'anglais que je parle très bien, j'aime l'espagnol que je parle un peu, mais j'irai pas manifester pour la défense de l'anglais et de l'espagnol. Si l'anglais et l'espagnol est en déclin, je trouvais ça dommage, mais ça ne va pas orienter mes choix politiques d'un parti ou d'un autre. Alors, pour garder une volonté politique, on y revient, de défendre la langue française, ça prend une majorité pour qui le français est la première langue. Et en ce sens, c'est très dangereux, la situation linguistique sur l'île de Montréal, parce que c'est l'engin économique, c'est l'engin culturel, c'est le lieu des rencontres entre les majorités et les minorités. Et si on laisse la tendance se développer comme elle se développe, ben, on va mettre en péril la volonté politique de défense du français dans notre lieu principal, qui est la métropole. Bon, on peut avoir tout ce débat sur ce que la Cour suprême a enlevé, mais en fait, ce que je trouve plus important, c'est que la situation a évolué et demande de nouveaux remèdes. Et ces nouveaux remèdes, ce sont quoi? Alors, la situation, le déclin du français à Montréal et dans la région, quels sont ses principaux facteurs? Le premier facteur n'est pas dans la loi 101. Le premier facteur, c'est la composition linguistique de l'immigration. Donc ça, c'est dans la loi sur l'immigration. Et c'est certain qu'en ce moment, on accueille 55 000 immigrants par année, dont le tiers ne connaissent pas un mot de français au point d'entrée. Ça, c'est déjà une réalité. Ça n'a pas de sens. Et lorsque le gouvernement du Québec dit que la moitié ou plus ont une connaissance du français au point d'entrée, en fait, ils ne le savent pas. Parce que le vérificateur général a montré que dans la moitié des dossiers qu'il a étudiés, il ne pouvait pas déterminer qu'il y avait une connaissance du français. Et ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est, connaître le français, c'est bien, mais est-ce que c'est leur langue principale? Et c'est ça, en ce moment, l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut favoriser des immigrants dont le français est la langue principale, donc qui vont renouveler le stock ou maintenir, ce qui serait difficile, la majorité de gens sur l'île de Montréal dont le français est la langue principale. D'après moi, c'est ça qui doit être l'objectif de la politique d'immigration. Évidemment, si ces gens-là ont aussi la formation et le savoir-faire nécessaires pour combler les emplois pour lesquels on en a besoin. Alors, si on appliquait ces deux critères à partir de dorénavant, dire, bon, massivement, on veut des gens dont le français est la langue première, la langue parlée à la maison, et qui ont ce qu'il faut pour occuper les emplois, est-ce qu'on tomberait de 55 000 par année à 10 000 par année? C'est possible. Mais qu'est-ce qu'on perdrait? On perdrait le risque de perdre la majorité du français et on ferait en sorte d'intégrer correctement ces 10 000-là. Il n'y a pas de... 55 000 n'est pas un chiffre magique, ni 30 000. Le chiffre magique, c'est le chiffre du succès, de l'intégration et du maintien de la prédominance du français. Donc, si je comprends bien, c'est l'intégration des immigrants est la première priorité. Oui, c'est la première priorité. Et l'intégration d'immigrants qui ne nuisent pas à la permanence du français, mais qui aident la permanence du français. Donc ça, l'immigration, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas la loi 101. La deuxième chose, c'est le départ des jeunes familles francophones de l'île de Montréal vers la banlieue. Ça, c'est la deuxième variable par importance. Et ça, c'est pas par des lois linguistiques qu'on modifie ça, c'est par des programmes de rétention sur l'île des jeunes familles lorsqu'ils achètent leur premier ou leur deuxième maison, parce qu'ils ont un premier ou un deuxième... Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ensuite, la troisième variable, c'est la langue de travail dans les entreprises, les grandes, qui n'appliquent pas la loi 101, et les petites,
auxquels il faut étendre la loi 101 de façon progressive, de façon souple, pour les accompagner. Mais ça, c'est un chantier de 15 ans, de faire en sorte que les entreprises de 25 à 50 employés parlent français, travaillent en français. Et ensuite, la quatrième chose à faire, ben, c'est de renforcer la loi 101 sur le cégep, sur un certain nombre d'aspects également. Mais c'est un ensemble. Si on travaille sur juste un des aspects, on n'aura rien. Il faut faire tout ça. Ah ben c'est sûr que l'indépendance du Québec, d'abord, ça envoie un signal extrêmement fort de volonté politique du français. Et ça, c'est important, le signal politique, parce qu'il est clair qu'une partie du recul du français depuis 10 à 15 ans est venue de l'échec référendaire. Donc, une partie de la minorité anglophone qui voit ses intérêts, et c'est tout à fait normal. Les immigrants qui sont venus et qui ne savent pas trop de quel côté tomber, ben, ils ont vu, mais regardez, les francophones n'ont pas eu la volonté politique de se donner un pays. C'est donc qu'on est dans une situation de bilinguisme et je peux faire mes choix là-dedans et c'est tout à fait légitime de leur part. Donc, on leur a envoyé un signal de faiblesse politique. Si on leur envoie un signal de force politique, ben là, le Québec est un pays, il n'y a plus la loi des langues officielles du Canada, c'est la loi 101 qui s'applique. Ben là, ça modifie les comportements parce que les gens s'ajustent au signal que la société leur envoie. En plus, ben, ça donne plus de pouvoir à l'Assemblée nationale pour prendre ses décisions linguistiques sans que la Cour suprême lui dise si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors oui, le plus grand amendement à la législation linguistique, c'est l'indépendance du Québec. Le critère de la bonne santé d'une minorité linguistique, comme les Anglo-Québécois, c'est qu'on peut aller de la maternelle jusqu'au cimetière en parlant essentiellement la langue de la minorité. Alors, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas un objectif national, mais le fait que ça puisse se faire démontre que la minorité est en bonne santé linguistique. Bon, évidemment, moi, je pense par exemple que le cégep, qui est le lieu où passent toutes nos futures élites, devrait être en français pour tous, avec une possibilité d'immersion en anglais pour ceux qui le veulent, donc les francophones et les allophones, et qu'il y a un point de rencontre obligé de tous les jeunes francophones adultes du Québec qui vont faire partie des élites techniques et professionnelles, qu'ils se connaissent pendant 2 ans, qu'ils soient opérationnels en français et en anglais pour ceux qui le veulent. Et donc, ça ferait en sorte que, ben, pour un anglophone qui veut faire des études universitaires, il y aura un point de passage obligé en français. Mais effectivement, moi je pense, bon, dans un Québec souverain, même on pourrait même le faire dans la province de Québec, mais un immigrant qui vient s'installer au Québec, bon, d'abord, d'après moi, il faut avoir une exigence du début d'un apprentissage de français au point d'entrée. Plusieurs pays européens le font. Vous voulez venir vivre chez nous? Avez-vous pris un cours? Avez-vous pris 100 heures de cours de danois ou d'hollandais ou d'anglais pour aller en Angleterre? Si vous êtes vraiment intéressé à venir chez nous, vous pouvez le faire. Puis le français et l'anglais, c'est facile à apprendre partout dans le monde. Bon. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, pour voter à des élections québécoises, pour être citoyen québécois, il faut démontrer une connaissance du français. Alors évidemment, il y a des immigrants d'ailleurs, il y a 1 million de Canadiens qui ne sont pas citoyens canadiens, qui vivent ici depuis longtemps, qui prennent la décision de ne pas avoir le droit de vote. Pas des impôts, n'ont pas le droit de vote. Donc, ce serait une situation qui serait envisageable. Mais évidemment, on parle là de mesures prises pour l'avenir et qui n'ont pas d'impact sur le passé. Mais aujourd'hui, les anglophones du Québec nous disent que il y a des cours de français au primaire, au secondaire, de l'immersion, et normalement, on est censé terminer son secondaire au Québec en ayant une bonne connaissance du français. Avec la mondialisation, on peut penser que de toute façon, on est condamné à parler l'anglais. Il est certain que le Québec, puisqu'on vend à des Canadiens anglais et à des Américains, puisque maintenant nos entreprises ont des filiales au Canada anglais et aux États-Unis, c'est pas eux qui vont apprendre le français pour nous faire plaisir. Nous allons assumer l'interface linguistique. Donc, il faut que nos cadres soient bilingues. D'ailleurs, ils le sont. À Montréal, 80% des cadres, des ingénieurs sont bilingues. Et en ce moment, les gens de 21 ans, la moitié des francophones sont bilingues. C'est en train de se faire. Bon. Mais la question, c'est, est-ce qu'on est capable, parce qu'on aime le français puis qu'on veut vivre dans une société francophone, puis on veut la léguer à nos enfants,
Est-ce qu'on est capable de dire, lorsque je parle à mon client à Houston, je lui parle en anglais, puis quand je raccroche, puis je me retourne vers mes collègues au bureau à Montréal, on se parle en français. C'est ça, là, c'est ça qu'il faut tenir. Si on ne tient pas ça, on va être assimilé. C'est ce qu'il faut tenir, c'est ce qu'il faut comprendre, cette distinction-là. Je suis bilingue, j'assume l'interface linguistique avec le reste du continent, mais avec mes collègues, je parle principalement le français. Puis s'ils veulent me nommer un patron unilingue anglais, ben, je suis soit dans la rue le lendemain ou à l'Office de la langue française immédiatement parce que c'est intolérable. Et tant qu'on ne dira pas que ces choses-là sont intolérables, ben, ils vont être tolérés. Voilà. Ça fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important en ce qui a trait à l'anglicisation de Montréal qui mériterait d'être dit? Oui, je reviens toujours à la volonté politique. Le problème avec les Québécois, puis ça vient peut-être de notre passé catholique, c'est que pour nous, la volonté politique, ce sont les institutions qui doivent l'avoir. Et c'est vrai que c'est les institutions, l'Assemblée nationale, les lois, les inspecteurs. Mais il faut que dans ce monde d'individualisme, les individus francophones se disent, ben, c'est moi la volonté politique aussi. Et c'est moi qui réclame d'être servi en français dans un magasin, qui demande à voir le patron si je ne suis pas servi en français, qui quitte, qui fait la plainte. Je veux dire, si un client, 10 clients, 20 clients par semaine se plaint dans un commerce où la personne, la serveuse ou le serveur ne parle qu'anglais, et d'ailleurs, c'est pas la faute du serveur, c'est la faute du patron qui a embauché un serveur unilingue anglais, ben, ils sont en affaires, ces gens-là. Ils vont se dire, bon, alors peut-être que je suis en train de m'aliéner une partie de ma clientèle, puis je devrais faire autre chose. Alors, je sens que ça commence à monter, ce genre d'impatience des francophones. Puis aussi, bon, je sais bien que plein de francophones adorent pratiquer leur anglais en parlant avec leurs collègues anglophones au travail ou ailleurs, et c'est bien, mais d'oser. C'est-à-dire, bon, ben, moi, je parle anglais, toi, tu parles français. Moi, je fais ça avec certains amis. Regarde, tu es anglophone, moi, je suis francophone, je vais parler anglais, mais toi, tu me réponds en français, comme ça, on se pratique tous les deux. Bon. Alors, c'est une façon conviviale, sympathique de le faire, mais qui n'envoie pas constamment le signal que moi, francophone, je me soumets à ton existence d'anglophone, ne serait-ce que pour le plaisir de pratiquer ta langue.